Mon gendre s'est toujours moqué de mes vieilles affaires, surtout de ce manteau que je portais depuis l'époque où je traversais le pays en camion. Pour lui, c'était un symbole de pauvreté et d'un passé qu'il voulait effacer. Mais il ne savait pas qu'une lettre était cousue dans la doublure. Son nom était la première chose écrite dessus. Et cette lettre n'était pas un souvenir. C'était un destin auquel il ne pouvait pas échapper. Si cette histoire a touché votre âme, cliquez sur « S'abonner » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous venez. Je m'appelais Jonathan Crawford. Je venais d'avoir 76 ans lorsque la neige a commencé à tomber tôt cette année-là. Je vivais seul dans une maison de plein pied, en périphérie de Dayton, dans l'Ohio, la même que j'avais achetée en 1981, quand je transportais encore du fret pour McKinney Transport. J'avais conduit des poids lourds pendant plus de 35 ans, à travers 46 États, bravant les tempêtes de poussière en Arizona et le verglas dans le Montana. Ce métier m'avait usé le dos, épaissi les doigts et rendu l'ouïe un peu faible après des décennies de vrombissement de moteur et de vent sur l'autoroute. Mais même à la retraite, j'avais gardé une chose de cette époque, mon manteau. Il était accroché près de la porte d'entrée, telle une sentinelle silencieuse. De la laine gris foncé, des épaules à double couture, des boutons noirs ternis par le temps. Il était effiloché au poignet et la doublure intérieure était déchirée sous un bras. Il sentait légèrement le carburant et le vieux papier, mais il m'allait toujours parfaitement. Ce manteau m'avait accompagné lors des escales dans les relais routiers, des nuits silencieuses dans la cabine et des longues attentes des chasse-neige sur l'I-70. Il n'était pas à la mode. Il n'était pas propre. Il ne tenait pas chaud non plus. Mais il était à moi. Et il l'avait été plus longtemps que presque tout le reste dans ma vie. Plus longtemps que je n'avais été un mari. Plus longtemps que je n'avais été un père. Plus longtemps que je n'avais été vieux. Je ne le portais plus souvent. Le chauffage de la maison fonctionnait bien et je ne sortais pas beaucoup. Mais certains matins, quand le vent griffait les fenêtres et que les routes semblaient blêmes, je l'enfilais juste pour sentir à nouveau son poids. C'était comme une armure, comme l'histoire drapée sur mes épaules. Personne ne faisait plus de commentaires à son sujet, pas depuis le décès d'Hélène. Elle disait qu'il me donnait l'air d'un vieux poète. Je n'étais pas sûr de ce qu'elle voulait dire, mais c'était le seul compliment que ce manteau ait jamais reçu. Il y avait autre chose aussi, quelque chose que je n'avais jamais dit à personne. À l'intérieur de la doublure cousue entre la laine extérieure et la soie intérieure, il y avait une lettre. Je l'avais cachée là il y a près de 2 décennies, pliée en 3, enveloppée dans du plastique, scellée avec du ruban adhésif jauni. Je pouvais sentir son léger froissement si je pressais ma paume contre l'intérieur de la poitrine. Au fil des ans, le ruban avait séché et les bords du papier s'étaient ramollis, mais le nom en haut était toujours lisible. Ce n'était pas mon nom, c'était celui de quelqu'un d'autre. Je l'avais écrite en étant une autre version de moi-même. Un homme plus jeune, plus en colère, le genre d'homme qui croyait que la vérité était un couteau et le silence une punition. J'ai gardé cette lettre non pas parce que je prévoyais de la livrer, mais parce que je voulais me souvenir qu'il y avait eu un temps où j'avais failli en dire trop. Elle est restée avec moi comme un secret que je n'étais pas sûr de regretter. Ce matin-là, je me tenais dans le couloir devant le manteau, ma main planant au-dessus du col. Le soleil était à peine levé, mais j'entendais le bourdonnement lointain des pneus sur l'asphalte humide. Je vivais assez près de l'autoroute pour savoir à quel genre de temps le monde se réveillait. J'ai touché le manteau doucement, comme un homme pourrait toucher la pierre tombale de quelqu'un qu'il n'a pas pardonné.
Je me suis retourné et je suis allé dans la cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur. Ma cafetière, une de ces vieilles machines à filtre avec une carafe en verre, a laissé échapper un léger gargouillis pendant qu'elle travaillait. Je gardais la maison comme un musée. Les placards avaient encore des étiquettes sur les étagères intérieures de l'époque où Hélène organisait tout par ordre alphabétique. Farine, ail en poudre, miel. Le A et le F étaient faits côte à côte, bien qu'ils n'auraient pas dû l'être, mais je n'ai jamais rien changé. C'était une erreur juste. Alors que j'étais assis à table, fixant la chaise vide en face de moi, j'ai de nouveau senti l'attraction du manteau. Non pas le tissu, mais l'histoire qu'il contenait. La lettre, le poids, pas seulement de la laine, mais de la mémoire. Pas seulement une doublure, mais l'architecture d'une vie interrompue en pleine phrase. J'avais eu l'intention de la détruire une fois. Puis j'ai voulu la donner. Puis je l'ai simplement laissée vivre là, cachée, comme une seconde peau que je ne portais pas mais que je ne pouvais pas jeter. Ma fille m'avait dit une fois que je devrais le donner. Il y a des hommes qui ont plus besoin d'un manteau que toi de ta nostalgie, avait-elle dit. Elle n'avait pas tort, mais elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, pas seulement le papier, les pensées, les regrets, la rage cassante d'un homme qui avait regardé quelque chose pourrir silencieusement de l'intérieur. Un homme qui, au lieu de parler, avait choisi de coudre sa vérité pour la terre. L'horloge sur le mur battait à un rythme régulier. J'ai siroté mon café lentement, le laissant me brûler un peu la langue. Ça ne me dérangeait pas. La douleur était juste une autre façon de savoir que j'étais toujours là. Dehors, une branche a gratté la vitre de la fenêtre. Le vent s'était levé. J'ai de nouveau regardé le manteau, toujours accroché là où il était, toujours lourd d'années. C'était plus qu'un vêtement. C'était une frontière, un réceptacle, une confession sans oreille pour l'entendre. Ce manteau avait été moqué, ignoré, méprisé, mais il avait des dents. Pas le genre qui mord, mais le genre qui attend. Je me souviens d'une fois, il y a longtemps, où le mari de ma fille, mon gendre, s'en était moqué. Il était venu pour Thanksgiving, portant un truc en laine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Et quand j'ai ouvert la porte dans mon vieux manteau, il avait souri un peu trop largement. Le genre de sourire qui se veut poli, mais qui ne peut cacher une certaine pointe. Il m'avait demandé si je voulais qu'il l'emmène à une œuvre de charité pour moi. Je n'ai rien dit. C'était le genre d'homme que j'étais, même à l'époque. Je laissais les gens parler et je gardais mes pensées dans mes poches, dans l'encre et dans le silence. Maintenant, il était un habitué de cette maison, aidant ma fille pour les courses, parlant de rénovation, jetant un coup d'œil aux limites de la propriété avec des pensées qu'il croyait que je ne voyais pas. Mais le manteau n'a jamais bougé. Et la lettre ne s'est jamais effacée. Et j'étais toujours là, assis, faisant du café, regardant le vent. Je ne savais pas pourquoi je n'avais pas brûlé la lettre. Peut-être que je pensais que le temps la rendrait moins tranchante. Peut-être que j'espérais qu'elle serait complètement oubliée. Mais une partie de moi savait que certaines choses refusent de mourir en silence. Certaines choses, comme les manteaux, les mots et l'espace entre les hommes, ne font que s'alourdir avec le temps. J'ai fini mon café. Le soleil était monté un peu plus haut maintenant. La lumière pâle filtrant à travers la dentelle de la fenêtre qu'Hélène avait cousue des années auparavant. Le réfrigérateur s'est arrêté. Le silence a rempli la cuisine comme un brouillard. Je me suis levé lentement, les genoux raides, et je suis retourné dans le couloir. J'ai de nouveau touché le manteau. Le tissu était froid. La lettre à l'intérieur a légèrement bougé sous mes doigts.
Elle ne parlait pas, mais elle attendait. La maison se trouvait tout au bout de County Line Road, là où le bitume se fissurait en gravier et le gravier se transformait en terre et en mauvaises herbes. J'avais choisi cet endroit pour la paix, à l'époque où je croyais au genre de silence qui vient de la distance. Quand Hélène et moi avons emménagé, il n'y avait que 3 autres maisons à portée de voix, et les voisins aimaient leur tranquillité autant que nous. Le terrain derrière nous descendait en pente vers un verger à moitié mort, et au-delà se trouvait un ruisseau de drainage qui ne coulait qu'au printemps. Parfois, en regardant au-delà de la balustrade du porche, j'avais l'impression que le monde entier s'était effacé et que j'étais le dernier debout. Le revêtement de la maison commençait à peler par endroits et les gouttières pendaient comme des bras fatigués. Une des marches du porche avait cédé l'hiver dernier et je l'avais rafistolée avec un parpaing et une planche de contreplaqué. La décrépitude ne me dérangeait pas. Elle correspondait à ma façon de bouger, lentement, délibérément, avec la compréhension que les choses se dégradent et que ce n'est pas une raison pour s'arrêter de marcher. À l'intérieur, la maison était plus froide qu'elle n'aurait dû. Pas en panne, juste vieille. Il fallait encourager le chauffage avec un petit coup sur le côté, de temps en temps. Les murs étaient remplis de photos. Pas des nouvelles, juste le genre qui avait légèrement jauni dans leur cadre. Hélène, riant avec un chapeau de soleil au bord du lac Erie. Ma fille bébé enveloppée dans une couverture bleue qu'Hélène avait faite avec mes vieilles chemises. Un chien que nous avions eu en 94. Il s'appelait Murphy, et je croyais encore parfois entendre sa médaille teintée dans le couloir la nuit, bien qu'il soit parti depuis près de 2 décennies. Le salon portait encore sa touche. Des couvertures au crochet pliées sur le fauteuil, un ange en céramique sur le rebord de la fenêtre, un vase de lavande séché qui n'avait plus d'odeur depuis des années. Je n'ai rien déplacé. Même la poussière faisait partie de l'histoire maintenant. Même le silence avait un poids. La cuisine était étroite et sombre, avec des placards que j'avais rénovés une fois au début des années 90. Mes mains se souvenaient encore de la sensation de les poncer et de l'éteindre, les fenêtres ouvertes et une radio diffusant un match que j'avais déjà oublié. Les poignées étaient en laiton, ternis maintenant, mais solides. La cuisinière penchait légèrement vers la gauche, et le brûleur arrière ne chauffait pas uniformément. Je ne l'ai jamais réparé. J'avais appris à cuisiner autour comme on apprend à vivre avec de vieilles blessures. Ma chambre donnait sur le jardin. Les rideaux n'avaient pas été changés depuis le décès d'Hélène. Le lit avait un oreiller de chaque côté, mais un seul était utilisé. Son côté avait toujours la taie à motif floral, légèrement délavée. Je ne l'avais pas lavé. Je me disais que c'était parce que je ne dormais pas de ce côté-là, mais la vérité était plus simple. Je ne voulais pas perdre la dernière trace d'elle. Peut-être qu'elle était partie depuis longtemps, peut-être qu'elle ne vivait que dans ma mémoire. Mais le tissu gardait encore sa forme dans mon esprit, et je n'étais pas prêt à ranger ça. Je m'étais habitué à être seul dans la maison, mais pas invisible. Il y avait une différence. Après les funérailles d'Hélène, ma fille avait commencé à venir plus souvent. Au début, c'était réconfortant. Elle apportait des gratins et faisait la conversation, ajustait le thermostat comme si elle avait encore 8 ans et essayait d'aider ses parents à se sentir modernes. Mais ensuite, elle l'a amené, son mari. La première fois qu'il est venu, il portait des chaussures cirées et un manteau qui semblait être livré avec son propre valet. Il souriait largement, comme s'il inspectait quelque chose qu'il prévoyait de réparer. Je l'avais déjà rencontré, bien sûr, au mariage, aux anniversaires, à des réunions où nous nous saluions de la tête à travers les pièces. Mais maintenant,
il était dans ma maison. Maintenant, il regardait le plancher comme s'il l'offensait. Il a commenté la pente de la cuisine, le grincement dans le couloir, le fait que je n'avais pas de micro-ondes. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. Il a semblé amusé. N'a rien dit. A juste laissé le silence s'étirer, comme s'il traçait des lignes entre tout ce qu'il pensait être mal et tout ce que je ne pouvais pas me permettre de changer. Ils ont commencé à venir régulièrement. Ils parlaient de la valeur de l'immobilier, des impôts et de la distance de l'hôpital le plus proche. Ma fille hochait beaucoup la tête. Elle disait des choses comme « juste pour anticiper » et « on ne sait jamais », mais je pouvais entendre les sous-entendus. Je pouvais voir comment ses yeux erraient vers les vieilles photos, les piles de courriers sur la table, le manteau près de la porte. Il regardait toujours ce manteau. Il m'a demandé une fois si j'avais envisagé de déménager dans plus petit. Je lui ai demandé s'il avait envisagé de se taire. Pas à voix haute, juste dans ma tête. À voix haute, j'ai souri et je lui ai offert un thé que je savais qu'il ne boirait pas. La maison ne me dérangeait pas. La solitude ne me faisait pas peur. Mais la façon dont il regardait, ça me dérangeait. Comme s'il mesurait l'espace pour sa propre ombre. Comme s'il voyait ma vie comme une étagère qu'il pouvait dépoussiérer et réutiliser. Un après-midi, je l'ai regardé depuis le porche alors qu'il parcourait le périmètre de mon jardin. Il plissait les yeux vers la clôture, s'accroupissait près de la vieille remise, montrait le compteur d'eau comme si c'était une relique. Ma fille le suivait avec un porte-bloc. Il ne pensait pas que je remarquais. Mais la maison, elle, remarquait. Les planches du porche gémissaient un peu plus fort sous mon poids. Le vent s'enroulait sous les avant-toits comme un murmure d'avertissement. Plus tard dans la nuit, je me suis tenu dans le couloir et j'ai regardé mon manteau. J'ai pressé ma main contre l'intérieur où se trouvait la lettre. Je ne l'avais pas touchée depuis des années. Mais quelque chose dans sa présence, dans la façon dont il se déplaçait dans mon espace, comme s'il le possédait déjà, me démangeait les doigts. Le papier à l'intérieur n'avait pas bougé. Mais moi, si. Je suis allé dans la cuisine et je me suis assis dans le noir. Le ronronnement du réfrigérateur était plus fort la nuit. J'ai pensé aux fondations de la maison, comment j'en avais coulé une partie moi-même avec des outils empruntés et des bras endoloris. J'ai pensé aux clous que j'avais plantés, au papier peint qu'Hélène avait choisi, aux heures passées à réparer ce qui ne fonctionnait pas. Et j'ai pensé que rien de tout cela ne semblait avoir d'importance pour lui. Pour lui, ce n'était qu'une vieille maison avec des planchers inégaux et trop d'arbres. Pour lui, je n'étais qu'un homme avec un manteau qui aurait dû être jeté il y a des années. Mais il ne savait pas ce qui vivait à l'intérieur des murs. Il ne savait pas ce qui dormait derrière la porte, ou ce qui attendait entre les coutures de la doublure. Il ne savait pas que la maison avait des dents, et il ne savait pas non plus combien de temps je pouvais rester assis dans le noir, à attendre, sans scier. Thanksgiving avait toujours été la fête préférée d'Hélène. Elle aimait son rythme, l'épluchage, l'assaisonnement, les odeurs qui montaient tout au long de la journée comme un lent crescendo. Même après le départ de notre fille, Hélène insistait pour préparer le repas complet. Pour la tradition, disait-elle. Ce mot signifiait quelque chose pour elle. Pour moi aussi. Du moins, avant. Après le décès d'Hélène, la tradition n'est pas morte d'un coup. Elle s'est effilochée, morceau par morceau, comme une couverture qui se défait au coin. La première année, ma fille a organisé le repas chez elle. La deuxième, ils ont suggéré un restaurant, un endroit bruyant et moderne avec des comptoirs en granit et des serveurs qui appelaient tout le monde les amis. J'ai détesté ça.
Je n'ai rien dit. Je ne le faisais jamais. Mais je suis parti tôt, prétextant être fatigué, et j'ai pris le long chemin du retour en silence. La 3e année, ils ont de nouveau apporté Thanksgiving chez moi. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Ce n'était pas pour moi, je le savais. C'était par commodité. Ils ne vous laissent pas conduire loin. Ils ont dit que j'avais besoin de compagnie, peut-être. Mais ce dont j'avais plus besoin, c'était d'un endroit qui me semblait encore appartenir. Ce matin-là, je m'étais réveillé tôt. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, regardant la vapeur s'enrouler vers le haut, comme le souffle d'une vieille blessure. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais je sentais déjà le poids de la journée à venir peser sur ma poitrine. Je n'ai pas cuisiné. Ils m'ont dit de ne pas le faire. Ma fille a dit que c'était pris en charge. Cette phrase sonnait toujours comme une serrure qui se ferme. Ils sont arrivés vers 11 heures. Ma fille portait des sacs en plastique remplis de nourriture d'un traiteur. Son mari la suivait, tenant une bouteille de vin et balayant le salon du regard comme s'il évaluait les meubles. Il m'a salué de la tête, puis a détourné le regard avant que je puisse lui rendre son salut. Je les ai regardés décharger des plateaux sur mon comptoir, réarrangeant ma cuisine comme si c'était une suite d'hôtels. Je me suis assis sur ma chaise en bout de table, la même que j'avais utilisée à chaque fête depuis qu'Hélène l'avait placée pour moi en 83. Personne n'a rien dit à ce sujet, mais ma fille a placé une chaise différente au bout et m'a fait asseoir à côté. Elle a dit quelque chose de joyeux sur le fait de changer un peu. Je n'ai pas discuté. J'ai bougé. Mais les pieds de la chaise ont traîné plus fort qu'ils n'auraient dû, comme si le bois lui-même était contrarié d'être déplacé. Ils ont rempli la table de plats que je ne reconnaissais pas, salade de quinoa, quelque chose avec des canneberges et du fromage de chèvre, de la purée de pommes de terre en barquettes plastiques. Tout avait l'air net et sans goût. L'odeur de la farce d'Hélène me manquait, les patates douces légèrement grillées, la sauce avec trop de poivre. Le désordre, le bruit, les petits pains brûlés qu'elle prétendait toujours être comme papa les aime, me manquaient. En nous asseyant, j'ai remarqué comment la table avait changé. Il y avait de nouveaux sets de table, un motif géométrique qui ne correspondait pas au papier peint. Les couverts avaient été remplacés. Ma fille devait les avoir apportés de chez elle. Même la salière et la poivrière étaient différentes, de petits renards en céramique, souriant d'un air vide. Les signes en verre d'Hélène avaient disparu. Il s'est assis juste en face de moi. Mon gendre, les coudes sur la table, le dos droit, la fourchette tournant lentement dans sa main. C'était le genre d'homme qui avait toujours l'air de penser à quelque chose d'un peu malin, un peu cruel. Il portait un pull avec des coudières et parlait comme un homme qui explique les choses à des enfants. Tout ce qu'il disait sortait avec un ton de douce condescendance. Pendant le repas, il a commencé à parler, il le faisait toujours, du marché, de l'immobilier, d'une nouvelle société de conseil qu'il conseillait. Ma fille hochait la tête, les yeux grands ouverts, les lèvres serrées. Elle avait appris à vivre à son rythme. Moi non. Je n'appartenais pas à ce tempo. À un moment donné, il a fait un geste circulaire et a dit quelque chose sur le potentiel inexploité. Il parlait de la maison. Ma maison. Il parlait d'opportunités d'espace ouvert et de rénovations intelligentes, comme si les murs avaient des oreilles et que le plancher avait signé une reddition. Il ne demandait pas mon avis. Il ne s'adressait même pas à moi. Il se donnait en spectacle comme un acteur sur une scène qu'il pensait posséder. J'ai coupé une tranche de dinde. Le couteau a grincé contre l'assiette. Mon ouïe n'était plus ce qu'elle était, mais j'ai entendu le mot « moderniser » plus d'une fois. J'ai aussi remarqué la façon dont il regardait le manteau près de la porte,
accroché exactement là où il était toujours. Sa bouche s'est légèrement tordue, comme si sa vue l'offensait. Je me suis demandé s'il avait espéré que je le remplace. Je ne l'avais pas fait. Il a fait une blague sur les vieilles habitudes, et tout le monde a ri. Moi non. Je n'ai même pas levé les yeux, mais j'ai senti la chaleur monter à mes oreilles. J'ai fixé le motif de la nappe, comptant les losanges brodés comme s'ils pouvaient m'ancrer. C'est là que ça m'a frappé. Je ne faisais plus partie de la table. J'étais un ornement, quelque chose à regarder, à inclure par obligation, puis à oublier une fois les plats débarrassés. J'étais devenu un arrière-plan. J'ai pensé à la lettre. Pas au contenu, pas encore, juste à son existence, à sa sensation sous ma main quand je portais le manteau, à son poids pressé contre ma poitrine, même à travers le tissu et le temps. J'ai pensé à la façon dont elle avait survécu à chaque purge, à chaque saison, à chaque tentative de réinvention. Je l'avais gardée parce que je n'étais pas prêt à la libérer. Maintenant, je réalisais, peut-être que je l'avais gardée parce qu'une partie de moi avait toujours su que ce jour viendrait. La table bourdonnait d'une conversation qui tournait autour de moi, comme le vent autour d'un rocher. J'ai entendu des chiffres, des titres de nouvelles tournées en dérision, des prédictions pour les prochaines élections. Ils ont porté un toast au nouveau départ et à la croissance. J'ai bu mon eau. Elle avait un goût de plastique. Quand le dessert est arrivé, ce n'était pas de la tarte. C'était quelque chose de pâle et de gélatineux dans un plat qui semblait appartenir à une fête prénatale. Ma fille a dit que c'était plus sain. J'ai regardé son mari hocher la tête en signe d'approbation et se resservir. Je ne sentais plus rien. La nourriture remplissait l'espace, mais elle ne me parlait pas. Après leur départ, j'ai débarrassé les assiettes seul. Je ne leur ai pas demandé d'aide. Je ne voulais pas d'aide. L'évier s'est rempli d'eau tiède et d'une odeur de savon. J'ai frotté lentement, écoutant le cliquetis des fourchettes et le murmure de l'éponge contre la porcelaine. La salière en forme de cygne avait toujours disparu. Je n'ai pas posé de questions. Je me suis séché les mains, je suis allé dans le couloir et je me suis tenu devant le manteau. J'ai passé mes doigts le long des coutures, m'arrêtant au léger renflement de la doublure. La lettre n'avait pas bougé. Mais moi, si. À cette table, j'avais disparu. Mais ici, dans l'ombre de ma propre porte, j'existais encore. Je portais encore quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et peut-être que c'était suffisant, pour l'instant. Le premier gel est arrivé cette semaine-là. Je l'ai remarqué tôt le matin, une croûte pâle sur le rebord de la fenêtre et le capot du camion que je ne conduisais plus. L'herbe dans le jardin ressemblait à du sucre glace, et les branches nues des chênes griffaient légèrement le ciel gris. J'avais vécu assez d'hiver pour sentir le changement avant de le voir, la façon dont l'air se déplaçait dans les coins de la maison, le pincement soudain dans les tuyaux, la douleur qui s'enfonçait plus profondément dans mes articulations. Je me suis tenu près de la porte d'entrée, hésitant à porter le manteau. Je n'en avais pas besoin pour la chaleur ce jour-là. Ce n'était pas le froid qui me poussait, mais autre chose, une attraction que je ne pouvais nommer. Je l'ai attrapé comme je l'avais fait des milliers de fois, laissant mes doigts effleurer la laine rêche et le bord adouci du col. Il a grincé quand j'ai passé mon bras dans la manche, le tissu raide à cause de l'âge, mais toujours à moi. J'ai boutonné le bouton du haut et je suis resté là un instant, ajustant sa chute sur mes épaules. Son poids m'ancrait, rendait le monde plus solide sous mes pieds. Je les attendais sous peu. Ma fille avait appelé plus tôt dans la semaine pour dire qu'il passait prendre des nouvelles. Une phrase que j'associais désormais à des évaluations silencieuses, de ma santé, de mes habitudes,
de l'état de la maison et, bien qu'il ne le dise jamais à voix haute, de mon utilité restante. J'avais proposé de préparer le déjeuner, mais elle a insisté pour qu'ils apportent quelque chose. Elle le faisait toujours. Comme si ma cuisine était une relique à tolérer, pas à utiliser. J'ai attendu dans l'entrée, regardant le gel fondre lentement sur l'allée. Les oiseaux s'étaient tus. Même la brise semblait réticente, comme si la journée elle-même retenait son souffle. Quand leur voiture est entrée dans l'allée de gravier, je l'ai vue avant de l'entendre. Élégante, sombre, avec des vitres si teintées que je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Elle n'avait rien à faire dans mon allée. Elle n'avait rien à faire à côté du pick-up qui n'avait pas bougé depuis 2 ans, ou des dalles fissurées qu'Hélène avait posées elle-même en 89. Mais elle est arrivée comme si elle en avait tout à fait le droit. Il est sorti le premier. Mon gendre. Veste trop propre, cheveux trop sculptés, lunettes de soleil toujours sur le nez malgré la lumière maussade. Il a remonté l'allée comme sur un podium, chaque pas confiant, mesuré. Ma fille a suivi, les bras chargés de sacs de course qui semblaient plus décoratifs que pratiques. Il ne portait rien. Il ne le faisait jamais. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Je ne voulais pas du bruit de ses doigts contre le bois. Je ne voulais pas entendre ma propre porte résonner d'un son qui ressemblait trop à une intrusion. Il m'a regardé, puis a regardé le manteau. Son expression a changé, juste un éclair, mais je l'ai attrapé. De l'incrédulité peut-être, de l'amusement, du mépris. C'était le même regard qu'il m'avait lancé une fois quand j'avais versé du lait d'une bouteille en verre au lieu d'un carton. Le même sourire narquois quand je lui avais dit que je payais la plupart des choses en espèces. « Toujours ce vieux manteau, hein ?» dit-il. Je n'ai pas répondu. Je me suis écarté pour les laisser entrer. Il m'a frôlé avec cet air exagéré de quelqu'un qui est poli, quelqu'un qui fait semblant de ne pas froncer le nez. Ma fille m'a embrassé sur la joue et est entrée sans bruit, posant les sacs sur la table de la cuisine. Il s'est retourné dans le couloir, les yeux toujours sur le manteau. Puis, il a ri. Pas un éclat, mais une expiration brusque. Le genre que les gens font quand ils veulent te faire croire que c'est de bonne humeur, mais que leurs épaules les trahissent. « Ce truc est pratiquement vintage », dit-il à personne en particulier. « On devrait en faire don à un musée. » Il a ri de nouveau. Cette fois, c'était différent. Peut-être le ton ou le moment, ou simplement la façon dont il se tenait dans ma maison comme s'il mesurait déjà des rideaux dans sa tête. Le rire est resté dans l'embrasure de la porte comme la fumée de quelque chose qui a brûlé trop longtemps. Je n'ai pas ri. Je n'ai rien dit. Je lui ai laissé son moment, parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Ce manteau, avec toute son usure et sa mémoire, portait plus qu'il ne le ferait jamais. Je n'avais pas besoin qu'il le sache. Pas encore. Il est entré dans la cuisine comme s'il en était le propriétaire, ouvrant un placard et commentant les vieilles tasses. Ma fille s'affairait à déballer des sandwichs et des crackers sans gluten achetés en magasin, les disposant comme des offrandes. Je suis resté un instant de plus dans le couloir, laissant ma main reposer sur le bord du manteau. La lettre était toujours là, nichée à l'intérieur de la doublure, bien pliée, intacte. J'ai pensé au temps qui s'était écoulé depuis que je l'avais écrite, à quel point j'étais certain qu'elle ne serait peut-être jamais lue, comment j'avais failli la jeter, la brûler, la déchirer en morceaux, mais quelque chose m'arrêtait à chaque fois, peut-être la peur, peut-être la fierté, peut-être le secret espoir qu'un jour elle servirait son but, non pas dans la rage, mais dans la vérité. Nous avons mangé dans la cuisine, tous les trois. Il a dominé la conversation comme d'habitude, parlant des fluctuations du marché, des stratégies fiscales et de la façon dont le télétravail changeait le paysage.
J'ai hoché la tête quand cela semblait nécessaire. Ma fille souriait trop et parlait trop peu. Je me suis demandé à quelle fréquence elle entendait cette même voix dans son sommeil. À un moment donné, il a de nouveau regardé le manteau. Il était maintenant accroché au dos de la porte, affaissé sous son propre âge, les manches légèrement tordues. Il a dit quelque chose sur la façon dont les hommes de sa génération s'habillaient avec plus de soin. Comment l'apparence comptait encore. Comment, s'il avait eu un père comme moi, il l'aurait modernisé de force. La blague est restée là, lourde et gênante. Je n'ai pas bougé. J'ai continué à mâcher. Je l'ai laissé penser qu'il était drôle. Je l'ai laissé penser qu'il était malin. Parce que je comprenais quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. L'homme le plus bruyant dans une pièce est toujours celui qui a le plus à cacher. Après leur départ, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai repris le manteau dans mes bras. Je l'ai tenu là un instant, pressant ma main contre la couture intérieure. La lettre a légèrement craqué sous mes doigts. Je pouvais encore entendre son rire dans l'air. Mais il ne sonnait plus comme une victoire. Il sonnait comme un compte à rebours. Je n'ai pas enlevé le manteau tout de suite. Après leur départ, cet après-midi-là, je suis resté longtemps dans le couloir, adossé à la porte qu'ils avaient fermée derrière eux. L'écho de son rire ne s'était pas complètement estompé du bois. Il s'accrochait à l'air comme une odeur, faible mais aigre. J'ai poussé le pêne dormant avec mon pouce et j'ai appuyé mon front contre le cadre frais pendant quelques secondes de plus, juste pour respirer. Le manteau semblait plus lourd que d'habitude. Pas seulement à cause de l'âge, de la laine ou des années de sel, de déneigement et de graisse incrustées dans sa doublure, mais à cause de quelque chose de plus silencieux. Le genre de poids qui ne vient pas des choses extérieures, mais des souvenirs dissimulés. J'ai marché lentement jusqu'à la chambre et je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, toujours en le portant. Je n'ai pas allumé la lumière. Je n'avais pas besoin de voir les murs pour savoir ce qu'ils diraient. Cela faisait presque 2 décennies que j'avais glissé la lettre dans le manteau. Ce matin-là avait été clair et froid. Je me souviens particulièrement de la lumière. Un soleil cassant qui entrait par la fenêtre de la cuisine et donnait à la poussière sur le comptoir l'apparence de la fumée. J'avais écrit la lettre avec un stylo noir qui sautait quand j'écrivais trop vite. Je ne l'ai pas écrite par colère, bien que la colère soit là. Je l'ai écrite parce que je ne pouvais pas le dire à voix haute, et je craignais que si j'attendais, la vérité pourrirait en moi. Cette vérité avait besoin de vivre quelque part. Alors je lui ai donné un foyer. Le manteau était accroché à un clou près de la porte arrière. Je me souviens avoir plié la lettre avec soin, comme je pliais les notes d'Hélène quand elle les laissait dans ma gamelle. Je l'ai enveloppé dans un sac à sandwich en plastique. Je l'ai scellé avec du ruban adhésif et j'ai fendu la doublure intérieure du manteau avec un cutter. Juste quelques centimètres. Juste assez pour y glisser l'enveloppe, puis la recoudre avec du fil noir et des doigts tremblants. Il n'y avait eu aucune cérémonie, aucun témoin. Juste le ronronnement du réfrigérateur et le bruit d'un chien voisin aboyant au loin. Mais je me souviens que mes mains tremblaient. Je me souviens du goût de métal dans ma bouche. Je me souviens avoir pensé « Cela restera caché jusqu'à ce que ce soit nécessaire, jusqu'à ce que quelqu'un pousse trop loin. » Et puis je l'ai oublié. Ou j'ai essayé. J'ai porté le manteau les matins froids et lors de longs trajets, lors de promenades dans le quartier, lors de visites à la quincaillerie. La lettre bougeait avec moi. Elle se réchauffait contre ma poitrine quand je sortais. Elle se déplaçait doucement au rythme de mes bras. Elle est devenue une partie du manteau, une partie de moi.
mais je ne l'ai jamais sortie. Je n'ai jamais relu ce que j'avais écrit. Je n'ai jamais osé. Maintenant, je me suis penché en avant dans le fauteuil. J'ai ramené le revers plus près de mon menton et j'ai laissé mes doigts glisser sous le tissu. Je savais exactement où appuyer. La légère souplesse, le faible craquement du plastique, le souvenir rendu physique. Mes doigts ont plané au-dessus du bord caché. J'ai pensé à l'ouvrir, juste pour sentir à nouveau le papier, juste pour me souvenir à quel point j'avais été certain une fois. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis resté assis là longtemps, regardant par la fenêtre, ne regardant rien en particulier. Une branche tapant sur la vitre, un écureuil filant à travers la clôture. Le monde continuait, ignorant les petites guerres que nous menions dans des pièces silencieuses. La lettre n'était pas une confession, ce n'était pas une menace. C'était quelque chose entre les deux. Je l'avais écrite pour lui, mon gendre, avant qu'il ne devienne ce qu'il est maintenant. Avant les petites vexations, les regards, l'érosion lente du respect. Avant le sourire narquois. Avant le rire. À l'époque, il venait juste d'épouser ma fille. Je ne le connaissais pas, mais quelque chose dans ses yeux m'a dérangé. Quelque chose derrière le charme, derrière l'ambition, derrière les chaussures cirées. Il parlait trop doucement. Il tenait le bras de ma fille un peu trop fort. Il avait une façon de balayer une pièce du regard comme s'il comptait les biens. J'ai regardé en silence et j'ai écrit la lettre non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce que je savais qu'il pouvait faire. Dans cette lettre, j'ai écrit ce dont j'avais été témoin, quelque chose des années plus tôt, quelque chose qu'il pensait que personne n'avait vu. Cela s'était passé devant un bar à Columbus. J'y étais pour une livraison. Il ne m'a pas vu. Il n'était pas avec ma fille. Il n'était pas sobre. Et la femme qui l'a fait monter dans sa voiture ne l'était pas non plus. Je me tenais de l'autre côté du parking, adossé à mon camion, caché par l'angle. Je n'ai pas pris de photos. Je ne suis pas intervenu, j'ai juste regardé. Et plus tard dans la nuit, je me suis assis dans ma cabine et j'ai noté chaque détail dont je me souvenais. L'heure, la plaque d'immatriculation, les bleus que j'ai vus sur son poignet alors qu'elle essayait de les ignorer en riant. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas parlé à ma fille. Je ne suis pas allé à la police. Peut-être que j'aurais dû. Je ne sais pas. J'étais un homme différent à l'époque, fatigué, confus, fraîchement retraité, pleurant le diagnostic d'Hélène. Je ne faisais pas confiance à mes instincts, mais je faisais confiance au papier. Je faisais confiance à la permanence de l'encre. Alors j'ai tout mis dans la lettre. Je ne l'ai pas signée. Je ne lui ai pas donné de titre. Je l'ai simplement pliée, scellée et cousue dans un manteau dont je ne pouvais me séparer. Et maintenant, toutes ces années plus tard, il se moquait de ce manteau comme s'il ne valait rien, comme s'il appartenait à un homme qui n'avait plus d'importance. Il ne savait pas que le manteau se souvenait de lui mieux que je n'aurais jamais voulu. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au miroir dans le couloir. La lumière du plafonnier a légèrement vacillé quand je l'ai allumé. Je me suis regardé, le manteau boutonné jusqu'au col, les épaules légèrement voûtées, les yeux enfoncés dans les plis du temps. J'ai touché la doublure une fois de plus. La lettre n'avait pas bougé. Mais quelque chose en moi avait changé. Peut-être le moment, peut-être la façon dont ma fille me regardait maintenant, plus comme un patient qu'un parent, peut-être la façon dont il se promenait dans ma maison, laissant une odeur de propriété dans chaque pièce, peut-être juste le froid, s'insinuant plus profondément qu'il n'aurait dû. Mais pour la première fois depuis des années, je ne voulais plus garder la lettre cachée pour toujours.
Je ne voulais pas qu'elle soit une relique. Je voulais qu'elle soit vue. Pas aujourd'hui, pas demain, mais bientôt. Je suis retourné dans le salon, j'ai éteint la lumière et je me suis de nouveau enfoncé dans le fauteuil. Le manteau est resté sur moi. La lettre est restée où elle était. Mais le silence autour de moi a changé, comme si la maison avait entendu mes pensées et attendait, elle aussi. Cela a commencé par des bruits de pas. Pas forts, pas lourds, mais différents, délibérés, trop confiants pour un invité, trop à l'aise pour quelqu'un qui n'a rien à faire ici. Ils sont devenus réguliers maintenant, pas seulement pour les fêtes ou les anniversaires. Il venait avec elle, ma fille, plus souvent qu'elle ne venait seule, et il était clair qu'il n'attendait plus d'être invité. Il se présentait en frappant, mais pas le genre de coup qui demande la permission. C'était un coup de formalité, juste assez long pour dire « on vous a prévenu », mais assez court pour me rappeler qu'ils avaient les clés. Ma fille en avait pris une il y a des années, en cas d'urgence. Je me souviens lui avoir donné. Je ne me souviens pas lui en avoir donné une à lui. Il ne demandait jamais s'il pouvait parcourir les pièces. Il le faisait, tout simplement. Il se déplaçait dans ma maison comme si c'était une annonce immobilière, jetant un coup d'œil aux installations, passant les doigts le long des cadres de fenêtres, ouvrant des tiroirs qui ne le concernaient pas. Il commentait en le faisant, nonchalamment, à moitié pour lui-même, comme s'il pensait à voix haute. On pourrait démolir ça. Ce mur n'est probablement pas porteur. On pourrait ouvrir tout cet espace. Il disait ces choses avec le ton de quelqu'un qui ne rêvait pas. Il planifiait. La première fois qu'il est entré dans la salle de couture d'Hélène, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. La porte était fermée depuis les funérailles. Elle l'avait gardée exactement comme elle l'aimait. Des bobines de fil alignées dans une vieille boîte en bois, du tissu plié en piles bien nettes, une machine à coudre sur une table près de la fenêtre, orientée à l'est pour la lumière du matin. Cette pièce avait toujours été la sienne, et après son départ, elle est devenue une sorte de musée. Pas un endroit où j'allais souvent, mais un endroit que je respectais. J'ai trouvé la porte ouverte un matin après leur départ. La lumière était différente. Les rideaux avaient été écartés et quelques bobines n'étaient pas plus en ordre. Un mètre ruban avait été laissé sur le dossier de la chaise. Il y était allé. Je le savais. Ma fille n'aurait rien touché. Elle comprenait ce que cette pièce signifiait. Lui, non. La fois suivante, c'était le grenier. J'ai entendu les escaliers grincer dans l'après-midi et j'ai levé les yeux pour voir la trappe dans le plafond du couloir légèrement entr'ouverte. Quand j'ai demandé à ma fille, avec précaution, doucement, elle a dit qu'il avait cherché des problèmes d'isolation. Juste pour aider, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, mais mes mains se sont crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Je n'aimais pas le son de ses pas à l'étage. Ils étaient plus lents, plus fermes, comme quelqu'un qui marche dans un espace qu'il a l'intention de revendiquer. Je pouvais l'entendre ouvrir des boîtes, déplacer des choses. Le grenier contenait des décennies de vie et il n'a pas demandé avant de le parcourir comme un catalogue. La nuit, la maison semblait différente. Pas seulement plus silencieuse, mais observée. Je ne pouvais pas l'expliquer. Il n'y avait rien dans les coins, pas de caméra, pas de preuves. Mais pourtant, je m'asseyais dans mon fauteuil et j'écoutais les craquements et les gémissements de la vieille structure, et j'avais moins l'impression que la maison me parlait que d'être écouté par autre chose. Il a commencé à offrir des conseils de sa voix habituelle, mi-serviable, mi-conquérante. Vous pourriez louer cet endroit, vous savez. Beaucoup de gens de votre âge préfèrent les résidences pour personnes âgées de nos jours. La valeur nette seule pourrait vous soutenir pendant vos dernières années.
dernières années. C'est ce qu'il a dit, sans sourciller, comme si l'histoire de ma vie avait un calendrier et qu'il avait déjà noté la fin. Je parlais peu. Je regardais ses mains pendant qu'il désignait les murs, le plafond, le sol. Il parlait comme un homme qui ne voyait de la valeur que dans la superficie et la plomberie moderne. Il n'a jamais mentionné le jardin qu'Hélène avait planté de ses propres doigts. Il n'a jamais regardé les photos sur la cheminée qui retraçaient notre vie en couleur délavée. Il n'a pas entendu les escaliers grincer au milieu, exactement comme il l'avait toujours fait, comme un vieil ami qui s'éclaircit la gorge. Une fois, il s'est tenu dans la cuisine, regardant autour de lui comme s'il la mesurait dans sa tête. Il a dit qu'il était temps de moderniser les fondations de la maison. J'ai failli rire. Il ne connaissait pas les fondations. Il ne connaissait pas le son du rire d'Hélène depuis ce coin précis près du réfrigérateur. Il ne connaissait pas le rythme de mes pas dans le couloir ou le craquement nocturne du plancher près de l'évier. Les fondations, on ne les modernise pas. On les respecte. Il ne comprenait pas la différence. Un soir, ils sont arrivés alors que j'étais dans la remise à l'arrière. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé dans le salon, assis dans mon fauteuil, celui dans lequel je m'asseyais chaque matin et chaque soir depuis des années. L'empreinte de mon corps était encore fraîche dans le coussin. Il ne s'est pas levé quand je suis entré. Il m'a regardé, a souri et a hoché la tête comme pour me faire savoir que le fauteuil était confortable. Je n'ai rien dit. Je suis passé devant lui, je suis allé dans la cuisine et je suis resté dos à la pièce jusqu'à ce qu'il se lève de lui-même. Cette nuit-là, j'ai parcouru la maison seul, pièce par pièce. J'ai touché les poignées de porte, les cadres de fenêtres, la jointure du papier peint dans le couloir qu'Hélène avait recollé avec un bâtonnet de glace et une cuillère. Je me suis tenu dans la cuisine et j'ai passé mes doigts sur les rainures du comptoir où elle avait pétri la pâte. J'ai monté lentement les escaliers et j'ai vérifié la porte du grenier. Elle était de nouveau fermée, mais je pouvais encore sentir la poussière des choses dérangées. Dans la chambre, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti le manteau. Je l'ai enfilé et je me suis assis sur le bord du lit. Le poids s'est posé sur mes épaules. J'ai pressé doucement ma main contre la couture intérieure. La lettre était toujours là, intacte, non lue, mais soudain plus proche de la surface que jamais. Ces pas n'avaient pas seulement foulé le bois, ils avaient foulé la mémoire, l'intimité, la lignée. Ils traçaient une carte dans ma maison avec l'intention d'en redessiner les frontières. Et je savais, non pas avec panique, mais avec certitude, que la lettre ne resterait pas enterrée pour toujours. Il s'était frayé un chemin dans les pièces. J'allais lui rappeler ce qu'elle contenait. Cela faisait des années que je n'étais pas allé à la foire du comté. La dernière fois, Hélène et moi avions parcouru les lieux ensemble, nous arrêtant à chaque stand comme si nous voyions tout pour la première fois. Nous avions acheté du pop-corn caramélisé dans un sac en papier et nous étions restés côte à côte à regarder les écoliers faire défiler des moutons dans le ring du bétail. Cette année-là, elle portait sa vieille veste en jean, celle avec le col délavé et la déchirure à la manche. Je me souviens avoir pensé à quel point elle était belle, avec le vent dans ses cheveux, à quel point elle me semblait encore jeune malgré ses cheveux gris. Je n'y étais pas retourné depuis sa mort, mais cette année quelque chose m'y a attiré. Peut-être le temps, clair et vif, le genre de journée qui vous incite à sortir, peu importe ce que vous portez à l'intérieur. Peut-être le silence de la maison ce matin-là, la façon dont chaque tic-tac de l'horloge semblait plus fort que d'habitude. Ou peut-être le manteau, accroché près de la porte, la lettre à l'intérieur pressant contre moi-même quand je ne le portais pas. Il était temps de bouger, d'être parmi les gens, de se souvenir du rythme de la vie en dehors des confins de la mémoire.
J'ai mis le manteau. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Il faisait assez froid pour le justifier, mais même si ce n'avait pas été le cas, je l'aurais quand même porté. Il faisait partie de moi maintenant, autant que les mains qui le boutonnaient ou les épaules sur lesquelles il reposait. En descendant le chemin de gravier vers mon camion, j'ai glissé ma main à l'intérieur. Non pas dans les poches, mais le long de la couture intérieure, juste pour sentir le relief de la lettre cachée. Elle était toujours là, bien nichée, en sécurité. Elle le serait toujours, jusqu'à ce que j'en décide autrement. Le champ de foire n'avait pas beaucoup changé. Il ne changeait jamais. La même clôture en grillage bordait le périmètre. Les mêmes tentes rayées rouges et blancs s'élevaient en rangées bien nettes le long de l'allée principale. Des enfants se faufilaient entre les jambes, une barbe à papa dans une main et des pris en plastique dans l'autre. L'odeur de beignets frits et de graisse de moteur remplissait l'air comme une seconde atmosphère. Quelque part au loin, un groupe de reprises jouait quelque chose de trop fort à travers des haut-parleurs bon marché, et de temps en temps, le bourdonnement des rires ou le cri d'un manège s'élevait au-dessus de la foule comme une rafale de parasites. J'ai marché lentement, laissant le bruit m'envahir. Je suis resté sur le côté, près de la clôture, où je pouvais me déplacer sans bousculer personne. Je me suis arrêté à un stand vendant de vieilles cartes postales, des scènes sépia de l'Ohio en hiver, des clichés en noir et blanc du front de rivière à l'époque où il y avait encore des barges en activité. J'en ai pris une qui me rappelait un voyage qu'Hélène et moi avions fait à Marietta. Je l'ai reposée sans l'acheter. En me détournant, je l'ai vu. Il se tenait près des food trucks, tenant un soda et parlant à un homme que je ne reconnaissais pas. Ma fille n'était pas avec lui. Il était seul, dans ses vêtements du week-end, un jean trop neuf, une veste trop serrée, des lunettes de soleil, même si le soleil commençait à décliner. Son rire était reconnaissable entre tous. Il portait comme le cri d'un corbeau à travers un champ silencieux. Je ne m'attendais pas à le voir là. Ce n'était pas son monde. Il n'était pas du genre à aimer les gâteaux en entonnoir et l'artisanat fait main. Mais il était là, gesticulant en parlant, regardant autour de lui comme s'il possédait l'endroit. Je l'ai observé de loin, ne sachant pas si je devais me détourner ou rester sur place. Puis il m'a vu. Il m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Un sourire crispé, le genre que l'on offre quand on ne s'attend pas à être vu mais qu'on ne veut pas montrer que ça vous a déstabilisé. Ses yeux sont tombés sur le manteau. L'expression a changé. C'était rapide, presque invisible. Mais je l'ai attrapé. Reconnaissance, irritation, peut-être même malaise. Et puis il a ri. C'était doux mais délibéré. Il a incliné la tête, a articulé quelque chose que je n'ai pas entendu et est retourné à sa conversation. Il n'a pas fait de signe de la main. Il ne s'est pas approché. Il m'a ignoré avec ce seul rire et s'est détourné comme si j'étais un autre stand démodé qu'il n'avait aucun intérêt à visiter. Je suis resté là un instant de plus. Pas par choc, ni même par colère, mais parce que quelque chose en moi s'était calmé. Pas brisé, calmé, comme la poussière après qu'une porte se soit refermée. Je suis passé devant lui, ni vite, ni lentement, juste d'un pas régulier. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Sa voix s'est estompée derrière moi, se mêlant au chaos de la foule. J'ai marché vers le pavillon du bétail, où des enfants brossaient des chèvres et riaient de savoir qui avait obtenu le meilleur ruban. Je me suis tenu près du bord et j'ai regardé longtemps, laissant leur joie devenir quelque chose que je pouvais respirer. Alors que le soleil baissait et que l'air devenait plus vif, j'ai commencé à retraverser la foire. La foule s'était légèrement éclaircie,
remplacés par les familles du soir, de jeunes parents portant des tout-petits, des adolescents en sweats à capuche assortie. Je me suis déplacé sans bruit, invisible. Ça m'allait. De retour au camion, j'ai fait une pause avant d'ouvrir la porte. J'ai glissé une fois de plus ma main le long de la doublure du manteau. La lettre était là, réchauffée par mon corps. J'ai pensé à lui, à son rire, à son regard, à sa rapidité à rejeter tout ce qu'il ne comprenait pas. Il ne savait pas ce que le manteau portait. Il ne savait pas que le rire qu'il offrait si librement lui coûterait un jour plus qu'il n'était prêt à payer. En rentrant, le ciel est passé du doré pâle au gris profond. La route était silencieuse, le genre de silence qui s'installe dans vos os et réorganise quelque chose. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'avais pas besoin de bruit. J'avais déjà sa voix. Et j'avais la réponse, cachée à l'intérieur du manteau. En attente. La maison était plus froide cette nuit-là. Pas seulement en température, mais en présence. Une sorte d'immobilité s'était installée. Pas la paix, mais le vide. Le genre qui suit une ligne de pensée invisible qui a été repoussée trop longtemps dans un coin de l'esprit. J'ai fermé la porte d'entrée à clé. J'ai éteint la lumière du porche. Et je suis resté un instant dans l'entrée sans bouger, la clé toujours à la main, le manteau toujours sur le dos. Les coutures des manches se frottaient doucement l'une contre l'autre pendant que j'expirais. Je n'ai pas enlevé le manteau. Je l'ai gardé comme une seconde peau, chaud de la tension de la journée, pressé contre le souffle de la mémoire et du sens. J'ai traversé la maison sombre sans allumer les lumières. Mes pieds connaissaient le plancher, mes doigts connaissaient les murs. Je pouvais compter les pas entre les pièces dans mon sommeil, et je le faisais souvent. La maison a gémi faiblement sous mon poids, comme si elle aussi était consciente du tournant qui flottait dans l'air, comme de la poussière au-dessus d'un livre fermé. Dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et je me suis assis à table sans le boire. Le clair de lune à travers le rideau tombait en une ligne tordue sur le vieux linoléum, et le réfrigérateur fredonnait un contrepoint silencieux au battement de mon propre pouls. Le manteau me pressait les côtes, alors que je me penchais en avant, les coudes sur la table, les mains jointes devant moi comme un homme sur le point de prier. Mais la prière m'avait quitté il y a longtemps. Je suis resté assis là longtemps, fixant le verre. Il captait le clair de lune dans un doux scintillement, un fantôme de feu dans une eau calme. Mon reflet scintillait faiblement dans la courbe du bord. J'avais l'air fatigué, plus que fatigué, le genre de fatigue qui s'enfouit dans votre nom et y reste. J'ai glissé la main dans le manteau, pas dans la poche extérieure, mais dans la doublure. L'endroit caché. L'endroit que j'avais scellé comme une tombe 20 ans plus tôt. Mes doigts ont trouvé le bord, doux, familier, courbé autour du plastique plié. Je ne l'ai pas sorti, je l'ai juste touché. J'ai laissé mes doigts tracer les lignes du corps de la lettre comme pour me familiariser de nouveau avec un vieil ami en qui je n'avais plus confiance. La lettre n'avait pas changé. Moi, si. Quelque chose s'était fissuré à la foire. Pas une rupture, pas une dépression. Juste un changement net et décisif dans ma façon de voir les choses. Son rire, son visage, le mépris dans son regard, tout cela s'est parfaitement assemblé en une confirmation que j'avais évitée pendant des années. Il n'y avait plus de malentendus, plus de place pour le peut-être, plus de doutes sur ce qui devait arriver. Je me suis levé et j'ai traversé le couloir. Les photos sur le mur m'ont regardé passer. Le sourire d'Hélène dans chaque cadre semblait me suivre comme une bénédiction que je ne méritais pas. Je me suis arrêté une fois, devant la photo de notre 25e anniversaire. Elle portait du bleu ce soir-là, et la façon dont elle tenait mon bras
semblait permanente. Je me souviens à quel point elle avait serré mes doigts dans les toilettes du restaurant quand elle m'a dit que quelque chose chez lui ne lui plaisait pas. C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute. Je n'avais pas oublié. Dans la chambre, j'ai allumé la lampe de chevet. La pièce s'est épanouie dans un or doux. La couverture était toujours rabattue de son côté. Je ne l'avais pas touchée depuis des années. Mon propre côté était usé par l'empreinte de nuits agitées et de longues pensées. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai enlevé le manteau lentement, avec précaution, comme s'il était fait de quelque chose de plus que de la laine et de la mémoire. Je l'ai posé sur mes genoux et je l'ai retourné. J'ai trouvé la couture rapidement, une ligne tordue de poing à la main, du fil noir sur de la soie grise. Je l'avais cousu moi-même, bien que je me souvienne à peine de l'avoir fait. Les points tenaient, fermes et grossiers. J'ai passé mon doigt le long de la couture, puis je me suis levé, je suis allé au placard et j'ai descendu la boîte en bois de l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvait ma vieille trousse de couture. Je ne l'avais pas ouverte depuis plus d'une décennie. Je me suis rassis. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de faiblesse, de détermination. J'ai trouvé les ciseaux, plus très aiguisés mais suffisants. J'ai coupé la couture avec le genre de précision qui ne vient qu'après des années d'intention silencieuse. La lettre a glissé dans ma paume comme un souffle. Elle était plus légère que dans mon souvenir, jaunie au coin, l'emballage en plastique craquelé par l'âge. Je l'ai ouverte lentement, sentant le collant du vieux ruban adhésif céder. Le papier à l'intérieur était encore lisible. L'encre n'avait pas beaucoup pâli. Mon écriture me fixait, plus en colère que dans mon souvenir, plus droite, plus certaine. Je l'avais écrite d'un seul trait, sans modification, sans rature. Juste un long et brutal déversement de vérité. Je l'ai lu. Chaque mot. À voix haute, bien que personne d'autre ne soit dans la pièce. Quand j'ai fini, je l'ai repliée. Pas comme avant, plus serrée, plus petite, plus nette. Je ne l'ai pas remise dans le manteau. Je l'ai posée sur la table de nuit, sous la base de la lampe. Pas cachée, pas exhibée, juste là, visible. Je me suis levé et j'ai regardé autour de la pièce. Rien n'avait changé, mais tout avait changé. Le silence semblait différent. Il ne me pressait plus de tous côtés. Il respirait. Les murs me tenaient droit, non par pitié, mais par compréhension. Dans le couloir, j'ai éteint les lumières, une par une. Cuisine, chambre, salon. La maison s'est installée dans l'obscurité comme un vieux chien qui s'endort. Je suis retourné à la porte d'entrée, j'ai regardé le porche, la silhouette noire des arbres, le faible scintillement du givre qui commençait à se reformer sur la balustrade. Je n'ai pas fermé la porte à clé cette fois. Pas par oubli, mais par choix. J'ai laissé le manteau sur le fauteuil. Et la lettre à la vue de tous. Demain viendrait. Et quand il viendrait, je ne serais plus silencieux. Je me suis réveillé avant le soleil, bien que je n'ai pas beaucoup dormi. Les heures de la nuit n'avaient pas été de repos, mais d'immobilité, le genre de silence lourd où votre esprit ne court pas mais marche. Lentement et délibérément, à travers des couloirs de mémoire. Mon corps était raide quand je me suis assis, comme si la maison elle-même m'avait maintenu en place. La lettre est restée sur la table de nuit, là où je l'avais laissée la veille, ses coins pliés éclairés par le bleu pâle du petit matin. Je l'ai fixée longtemps avant de l'attraper. Le papier semblait plus fin maintenant, plus fragile, et pourtant plus lourd en main, comme s'il avait absorbé toutes les années où il avait attendu. Je n'avais pas besoin de la relire. Les mots étaient gravés en moi maintenant, comme si je les avais avalés la veille et qu'ils s'étaient installés dans ma poitrine.
Je ne me suis pas soucié du petit déjeuner. J'ai préparé du café par habitude, mais la tasse a refroidi sur la table de la cuisine. Je me suis habillé lentement, prenant mon temps avec chaque bouton, chaque pli, comme si je me préparais pour un rituel. Le manteau est venu en dernier. Je n'avais pas recousu la doublure. Ce n'était pas nécessaire. J'ai glissé la lettre dans la poche avant, pas la cacher cette fois, mais l'extérieur, simple, accessible, intentionnel. Je savais qu'il venait. Ma fille m'avait envoyé un texto la veille, disant qu'il voulait se passer, prendre des nouvelles. C'étaient ces mots. Je n'ai pas répondu, ce n'était pas nécessaire. Elle viendrait de toute façon. Elle le faisait toujours, surtout quand il le lui disait. En fin de matinée, j'ai entendu les pneus sur le gravier. Le son était différent maintenant, familier mais importun, comme un vieux chien qui mord. Je me suis tenu près de la fenêtre mais n'ai pas bougé le rideau. J'ai regardé la voiture s'arrêter, les portes s'ouvrir, le regarder sortir le premier, comme toujours. Il portait une veste repassée, décontractée mais chère, le genre que l'on porte pour impressionner les gens qui ne s'y connaissent pas. Ma fille a suivi, portant quelque chose dans ses mains, un plateau de nourriture peut-être, quelque chose de poli, quelque chose qui disait « on ne fait que passer ». J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Je ne les ai pas salués, je me suis simplement reculé et les ai laissés entrer, comme on ouvre une porte à une tempête. Il a franchi le seuil comme si c'était une scène. Elle m'a fait un petit sourire et s'est dirigée vers la cuisine. Il est resté dans le couloir, regardant autour de lui, laissant ses yeux faire ce que ses mots faisaient habituellement. Nous nous sommes assis dans le salon, tous les trois. Il a pris le plus grand fauteuil, le mien, sans hésitation. Ma fille s'est assise sur le bord du canapé, les genoux serrés, les mains jointes sur ses genoux. Je suis resté debout un instant avant de m'installer dans le plus petit fauteuil près de la fenêtre. Le manteau était toujours sur moi. La lettre était toujours dans la poche. Il a commencé à parler. Du toit, des tuyaux, de la dangerosité des marches arrière et de la nécessité éventuelle de s'occuper des fondations. Ma fille ajoutait de doux commentaires, comme pour amortir ses paroles avec gentillesse. Je les ai regardés tous les deux. J'ai hoché la tête une ou deux fois. Je les ai laissés dire ce qu'ils étaient venus dire. Puis j'ai mis la main dans ma poche. Lentement, délibérément, j'ai sorti la lettre et je l'ai posée sur la table basse entre nous. Le papier semblait déplacé, jauni et usé contre les lignes épurées du mobilier, comme quelque chose laissé derrière dans un endroit qui ne s'en souvenait plus. Il l'a regardé. Au début, il n'a pas réagi. Il a continué à parler, la voix stable, bien que j'ai remarqué que la pause entre les syllabes s'allongeait. Ses yeux continuaient de dériver vers la lettre. Ma fille l'a remarqué aussi, baissant les yeux puis les détournant rapidement. Je n'ai pas parlé. Je ne l'ai pas poussé vers lui. Je n'ai pas fait de geste ni donné d'explication. Je l'ai simplement laissé là, comme une pierre jetée dans un étang calme. Et j'ai attendu. Il l'a finalement prise. Sa main a plané un instant au-dessus du papier, comme si le poids de la décision avait changé. Puis ses doigts se sont refermés dessus, et il l'a soulevée avec précaution, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Il ne l'a pas ouverte. Pas encore. Il m'a regardé et pour la première fois depuis des années, son expression a changé. La confiance a vacillé. La posture a changé. Il n'était plus penché en avant. Il ne contrôlait plus la conversation. Le silence entre nous s'est pressé dans la pièce comme une quatrième présence, plus forte que toute accusation. Ma fille le regardait. Puis elle m'a regardé.
Son visage était pâle, ses yeux confus. Elle a légèrement ouvert la bouche, comme pour demander ce que c'était, mais aucun son n'est sorti. Elle l'a de nouveau regardé. Il n'avait toujours pas ouvert la lettre. Je me suis levé. La pièce semblait plus froide maintenant, bien que le chauffage soit toujours allumé. Je me suis dirigé vers le couloir, lentement, mais pas doux sur le parquet. Je n'ai pas dit un mot. Ce n'était pas nécessaire. J'avais déjà tout dit, il y a des années, à l'encre. Il ne leur restait plus qu'à y faire face. Je les ai laissés dans le salon et j'ai descendu le couloir jusqu'à l'arrière de la maison. J'ai de nouveau passé les photos, la lumière du couloir projetant de longues ombres sur les visages du temps. Je me suis arrêté une fois près de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre au-dessus de l'évier. La cour était nue, les arbres squelettiques, les parterres de jardin vides. Mais c'était toujours la mienne. Chaque clou, chaque fissure, chaque couche de poussière. Derrière moi, je n'entendais pas de voix, seulement le léger bruissement du papier, le son lent d'une respiration retenue trop longtemps, le moment avant la chute. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Dehors, le vent s'est levé et quelque part dans la maison, le silence a finalement fait ce qu'il fait toujours. Il les a fait écouter. Je suis resté dans la chambre un long moment après avoir fermé la porte, non pas pour me cacher ni pour écouter aux portes, mais parce que je ne voulais pas interférer avec le silence que j'avais laissé derrière moi. Certaines vérités n'ont pas besoin de témoins. Certains moments doivent se dérouler sans interruption. Je me suis assis sur le bord du lit, au même endroit où j'avais lu la lettre à voix haute la veille, et j'ai écouté l'absence de son de l'autre côté de la maison. Au début, il n'y avait rien. Pas de mouvement, pas de voix, juste l'immobilité, ce genre d'immobilité tendue et stratifiée qui se produit lorsque les mots planent au-dessus des gens, comme un nuage d'orage. Je les imaginais assis là, la lettre sur la table, intacte, ou peut-être déjà dans ses mains. J'imaginais le moment où ses yeux trouveraient son nom écrit sur l'enveloppe. Sa forme, son poids, son nom complet, pas un surnom, pas des initiales, mais son nom complet, de ma main, écrit comme on grave quelque chose dans la pierre. Je l'avais écrit de cette façon exprès, parce que je voulais que ça le frappe fort quand il le verrait. Il y avait une raison pour laquelle je n'avais pas signé la lettre à l'époque où je l'ai écrite. Il y avait une raison pour laquelle je ne l'avais pas expliquée, ni même dit à personne qu'elle existait. Les mots n'avaient même pas besoin de signature. Ils avaient seulement besoin d'une direction, d'une destination. Son nom était la clé. Son nom était la serrure. Je me suis finalement levé. Le manteau était toujours sur la chaise près du lit. La poche, maintenant vide, s'affaissait légèrement sous sa perte. Je l'ai ramassé, j'ai passé ma main sur le devant où la lettre avait reposé quelques heures plus tôt, puis je l'ai posée doucement au pied du lit. Dans le couloir, les ombres avaient bougé. La lumière de la fenêtre près de la cuisine s'était déplacée sur le sol comme une marée lente, illuminant les photos sous des angles plus doux. Je suis de nouveau passé devant elle. Le sourire d'Hélène, ma fille enfant, le jour de notre mariage, mon vieux camion, tous ces moments que nous pensions durer éternellement, capturés dans des carrés et des rectangles derrière une vitre. Je me suis arrêté devant le salon et j'ai écouté. Ils étaient toujours à l'intérieur. L'air dans le couloir retenait leur présence comme un souffle suspendu. Je suis entré dans l'embrasure de la porte. Il était assis sur le bord du fauteuil, la lettre ouverte dans ses mains. Ne lisant pas, la tenant simplement maintenant. Ma fille était assise sur le canapé, pâle et rigide, les yeux dans le vague.
Entre eux se trouvait la table basse, et dessus reposait l'enveloppe. Ouverte, vide, face vers le haut comme une bouche. Je n'ai rien dit. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il lève les yeux vers moi. Son visage avait changé. Ce n'était pas de la colère ni de l'embarras que je voyais. C'était quelque chose de plus profond. La reconnaissance. Un homme forcé de reconnaître une version de lui-même qu'il avait passé des années à nier. Un homme qui a soudainement vu depuis combien de temps quelqu'un l'observait. Sa main serra le papier trop fort. Je pouvais entendre le léger bruit du froissement. Puis il regarda de nouveau l'enveloppe. Son nom. C'est un moment que je n'oublierai jamais, la façon dont ses yeux traçaient chaque lettre comme s'il voyait sa propre identité pour la première fois. Non pas comme un insigne, mais comme une sentence. Non pas comme une possession, mais comme un verdict. Il a tendu la main et a retourné l'enveloppe, comme s'il cherchait autre chose, une date, une signature, une échappatoire. Mais je ne lui en avais laissé aucune. Les mots étaient la preuve, le nom était la signature, le silence était le sceau. Ma fille a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient humides, mais elle n'avait pas pleuré. Pas encore. Ses mains reposaient sur ses genoux, fermement jointes, les doigts pressés les uns contre les autres comme si elle essayait de ne pas trembler. Elle n'a pas demandé ce qu'était la lettre. Elle n'en avait pas besoin. Quelque chose en elle savait déjà. Elle a regardé l'enveloppe, puis lui, puis moi. Elle a ouvert la bouche, mais les mots ne sont jamais venus. Elle a de nouveau baissé les yeux, ses épaules se recroquevillant légèrement. J'ai vu les années s'installer en elle comme de la poussière. Je me suis avancé dans la pièce et je me suis assis dans le plus petit fauteuil près de la fenêtre, celui que j'utilisais toujours. Le manteau était plié sur mes genoux. La pièce était silencieuse, mais elle n'était pas vide. Les murs portèrent maintenant le poids de la lettre. La maison se souvenait de ce qui avait été dit, même si personne ne le prononçait à voix haute. Il est resté assis, fixant la page, ses yeux la parcourant encore et encore. La suffisance avait disparu. L'humour désinvolte, les petits gestes de supériorité, disparus. Ce qui restait, c'était un homme confronté au fait qu'il n'avait jamais vraiment été invisible, que son passé n'avait pas disparu simplement parce que personne n'en parlait, que ce que nous enterrons ne reste pas enterré pour toujours. Il a levé les yeux une fois de plus, a croisé mon regard et n'a pas scié. Je n'ai pas scié non plus. Je n'avais pas besoin de parler. Le moment parlait pour moi. Il s'est levé lentement, pliant la lettre avec des mains tremblantes. Ma fille l'a regardé mais n'a pas bougé. Il a remis le papier dans l'enveloppe, le lissant, comme pour essayer de recontenir ce qui s'était déjà échappé. Il a posé l'enveloppe sur la table et a reculé, mais il ne s'est pas rassis. Pendant un instant, il m'a regardé comme s'il allait dire quelque chose. Mais ce qu'il allait dire est resté dans sa gorge. Il s'est plutôt tourné vers le couloir. Ma fille a hésité, puis l'a suivi. À la porte, elle s'est arrêtée, m'a de nouveau regardé. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis elle l'a suivi dehors. Je suis resté assis dans le silence qui a suivi, le manteau toujours sur mes jambes, l'enveloppe reposant seule sur la table. Le silence n'était plus vide, il était plein, lourd de la vérité qui était enfin venue à la lumière. Le nom sur l'enveloppe n'était pas seulement le sien, il appartenait à l'homme qu'il avait essayé de ne pas être, et à l'homme que je n'avais jamais cessé de voir. Et maintenant, il le savait. La porte s'est refermée avec une douceur qui a semblé plus forte que n'importe quel claquement. J'ai entendu le gravier crisser sous les pneus alors que leur voiture s'éloignait, ce bourdonnement familier s'estompant au loin, avalé par les arbres et le vent qui s'était levé depuis le matin. Je n'ai pas bougé de mon fauteuil.
Je suis resté là, le manteau toujours drapé sur mes genoux, l'enveloppe sur la table basse comme un unique morceau de bois flotté laissé après une tempête. La pièce n'avait jamais semblé aussi vide, pas même après la mort d'Hélène. C'était un vide différent, non pas d'absence, mais de libération, un évidement, comme si l'air avait été retiré de l'espace et remplacé par le poids de ce qui avait enfin été dit sans voix. Personne n'avait haussé le ton, personne n'avait pleuré, mais le mal avait été fait, et non pas par la destruction, mais par le dévoilement. Je me suis penché en avant et j'ai regardé la surface de la table. Je pouvais encore voir la légère empreinte là où il avait posé l'enveloppe. Juste cette petite pression sur le bois, une marque qui s'estomperait, mais qui pour l'instant semblait aussi gravée qu'une cicatrice. Je l'ai tracée d'un doigt, non pas pour l'effacer, mais pour confirmer qu'elle avait été réelle, qu'ils avaient été là, que je lui avais remis la chose que je m'étais un jour promis de garder cachée pour toujours. Les murs ont légèrement craqué. La maison, elle aussi, semblait plus silencieuse, pas morte, pas abandonnée, mais observatrice. Je pouvais presque la sentir respirer autour de moi, comme si elle attendait ce moment depuis plus longtemps que moi. Je me suis levé lentement, les genoux protestant contre le mouvement, et je me suis dirigé vers la cuisine. Le café de ce matin était encore dans la cafetière, sombre et froid. Je l'ai versé quand même, je l'ai réchauffé sur la cuisinière comme le faisait Hélène, lentement, sans se presser, sans micro-ondes. La vieille casserole en émail a légèrement sifflé lorsque le liquide a chauffé, et pendant un instant, j'ai imaginé les bruits d'une journée normale. Des pas en pantoufles, des assiettes qui tintent doucement dans l'évier, le grincement d'une fenêtre qu'on ouvre pour prendre l'air. Mais il n'y avait pas de pas, pas d'assiette, pas de rire. Juste le ronronnement du réfrigérateur et les lentes bulles se formant sur le bord de la casserole. J'ai versé le café dans ma tasse préférée, celle avec le bord ébréché et le faible contour du logo de la foire de l'Ohio, presque effacé. Je l'ai tenu à 2 mains, laissant la chaleur se diffuser dans mes doigts, et je suis retourné dans le salon. Je ne me suis pas assis. Je me suis tenu derrière le fauteuil et j'ai regardé l'espace qui contenait maintenant quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, la conséquence. Pendant des années, cette pièce avait été un lieu de routine, un fauteuil pour s'asseoir, une table pour poser des livres, un endroit pour écouter les nouvelles du soir ou somnoler avant de se coucher. Mais maintenant, c'était devenu autre chose. Un lieu de confrontation, un champ de bataille sans sang. Et pourtant, malgré la finalité de ce qui s'était passé, il n'y avait aucune satisfaction, aucun triomphe. Je n'avais rien gagné. Je n'avais pas récupéré ce qui avait été perdu. Tout ce que j'avais fait, c'était de lever le voile sur une vérité qui avait attendu, patiente et immobile, dans la doublure d'un manteau. J'ai ramassé l'enveloppe. Elle était légère, vidée, mais le nom est resté, audacieux, sans équivoque, stable. Je l'ai retourné dans mes mains. Le papier était chaud là où ses doigts l'avaient tenu. Je me suis demandé s'il avait tremblé en la lisant, s'il avait même dépassé le premier paragraphe, s'il avait reconnu le moment que je décrivais, s'il se l'était nié à lui-même alors même que les détails revenaient dans sa mémoire. J'ai reposé l'enveloppe, pas au même endroit, mais légèrement à gauche. Une nouvelle position, une nouvelle phase. J'ai plié le manteau et je l'ai posé sur le dossier du fauteuil. Je ne l'ai pas raccroché. Je ne l'ai pas remis à sa place. Il avait servi son but. Il n'avait plus besoin de cacher quoi que ce soit. Ce n'était plus que du tissu maintenant. Lourd de temps, mais plus léger sans le fardeau. Le silence est resté.
non pas oppressant, mais vaste, comme si la pièce s'était agrandie, comme si elle n'avait plus besoin de retenir ce qui avait été gardé secret si longtemps. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la cour. Les arbres étaient nus maintenant, le sol cassant de gel. Le vent remuait les dernières feuilles en petits cercles sans but, se poursuivant sans raison. La clôture avait besoin d'être réparée dans un coin, là où le bois s'était fendu. J'ai pris une note mentale. Je la réparerai peut-être demain. Ou pas. Cela ne semblait plus urgent. De retour à l'intérieur, je me suis rassis. Cette fois, au milieu du canapé, l'ancienne place d'Hélène. Je m'y asseyais rarement. Elle semblait trop vide sans elle, trop chargée de mémoire. Mais maintenant, cela semblait juste, équilibré, honnête. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'immobilité s'installer en moi. Je n'ai pas ressenti de regret, pas pour la lettre, pas pour le silence, pas même pour les années qu'il a fallu pour ouvrir la couture. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était quelque chose de plus proche d'un souffle. Pas de soulagement, pas de liberté, mais quelque chose de plus simple, de l'espace. La pièce était vide maintenant de la meilleure façon. Pas de faux semblants, pas de remarques voilées, pas de jugements silencieux résonnant entre les meubles. Seulement l'immobilité, seulement le temps, seulement la vérité, enfin dite, non pas avec des mots, mais avec une présence. Et c'était suffisant. Les jours qui ont suivi se sont écoulés lentement, mais pas sans but. Ils sont passés comme l'eau froide qui goûte d'un vieux tuyau, régulier, précis, sans excuse. Rien de dramatique ne s'est produit, pas d'appel téléphonique, pas de visite, pas même un message de ma fille. Je n'en attendais pas, et je n'en ai pas attendu non plus. Certains silences sont vifs, certains sont craintifs, et certains, comme celui-ci, sont simplement nécessaires. L'enveloppe est restée sur la table pendant 3 jours. Je ne l'ai pas déplacée. Elle est restée là comme une 4e chaise à un dîner qui n'a jamais commencé. Chaque matin, je passais devant. Chaque soir, je la voyais comme la dernière forme dans la pièce avant d'éteindre la lumière. L'air dans la maison avait changé. Il ne semblait pas hanté ou amer, juste immobile, comme la respiration après une longue course, comme le silence qui suit une porte claquée, pas en colère, juste honnête. Je n'ai plus porté le manteau. Je l'ai raccroché dans le couloir, mais pas au même crochet. Je lui ai donné son propre espace, légèrement à l'écart des autres vestes, comme pour marquer que son rôle avait changé. Ce n'était plus un réceptacle. C'était un témoin. Et il en avait assez fait. J'ai passé plus de temps dehors. L'air avait un mordant cassant, mais il était bon sur ma peau. Il me rappelait que j'étais toujours là. J'ai ratissé les feuilles dans le jardin. J'ai taillé les branches basses du frêne. J'ai réparé la charnière desserrée de la remise. De petites tâches, un travail ordinaire, mais elles manqueraient. Mon corps bougeait avec une sorte de lenteur qui ne venait pas de l'âge, mais de la certitude. Il n'y avait plus rien à poursuivre. Chaque mouvement portait un poids étrange, non pas de fardeau, mais de finalité. Chaque clou que je plantais dans le bois, chaque sac de paillis que je traînais jusqu'au parterre de fleurs, ressemblait à une déclaration que je faisais sans mots. Je n'avais plus besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. J'avais dit ce qu'il fallait dire, et je l'avais fait de la seule manière que je connaissais, silencieusement, régulièrement, à mes conditions. Le pouvoir du silence, c'est qu'il ne supplie pas d'être entendu. Il attend. Il laisse les autres le remplir de ce qu'ils craignent, se souviennent ou espèrent.
Il ne crie pas, il raisonne, et quand il le fait, il porte plus que n'importe quelle voix. Il n'est pas revenu. Mon gendre, pas cette semaine-là, ni la suivante. Le rythme de leur visite avait toujours été irrégulier, mais cette absence semblait différente, pas accidentelle, intentionnelle. J'imaginais la lettre dans son bureau, pliée et cachée, ou peut-être déchirée en morceaux et jetée. Mais même si le papier avait disparu, les mots étaient toujours avec lui. Les mots ne disparaissent pas quand ils sont lus. Ils vivent, ils s'enracinent, ils rappellent. Je l'imaginais assis dans son bureau, entendant des bruits de pas derrière lui qui n'étaient pas là. Je l'imaginais observant les yeux de ma fille un peu plus attentivement, écoutant ses questions avec une nouvelle prudence. J'imaginais la façon dont un homme recalcule lorsque l'illusion de l'invisibilité est levée. Avec quelle attention il pèserait chaque décision maintenant. Avec quelle rapidité il jetterait un coup d'œil par-dessus son épaule. C'était suffisant pour moi. Ma fille a appelé une fois, une semaine après leur départ. Le téléphone a sonné en fin d'après-midi alors que je lisais près de la fenêtre. J'ai vu son nom sur l'écran. Je l'ai laissé sonner une fois, puis deux, puis j'ai répondu. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai dit bien. Elle a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Puis le silence, long, assez long pour que j'entende sa respiration. Elle n'a pas mentionné la lettre. Moi non plus. Elle a dit qu'il ne passerait peut-être pas avant un moment, que les choses étaient chargées, que le travail était compliqué. Je lui ai dit de prendre son temps. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, pas de tristesse, juste de l'air. Elle a dit d'accord, et puis elle a dit au revoir. C'était suffisant. Je suis retourné à mon livre, mais je n'ai pas lu. J'ai regardé le soleil s'installer dans les arbres. La lumière s'était tirée plus longtemps ce jour-là, dorée et froide. La pièce s'est remplie d'ombre, pas menaçante, juste pleine. Plus tard dans la nuit, je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc de papier devant moi. Pas un journal, pas une lettre, juste des pages blanches. Je n'ai rien écrit. Je suis juste resté assis avec. Parfois, la présence d'une page suffit. On n'a pas besoin de la remplir pour savoir ce qu'elle contient. J'ai pensé à Hélène, à la façon dont elle disait que les personnes les plus fortes ne crient pas. Elles s'en vont ou restent silencieuses assez longtemps pour que les autres réalisent ce qu'ils ont perdu. Elle avait eu raison à ce sujet. Elle avait eu raison à son sujet aussi, bien avant moi. J'aurais aimé écouter sa voix plus tôt, mais peut-être que certaines voix ne sont destinées à résonner qu'après leur départ. J'ai éteint les lumières et j'ai laissé l'obscurité remplir la maison. Elle ne me faisait pas peur. Elle m'accueillait. Elle faisait de la place à la pensée. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose qui manquait depuis longtemps. Le son de la paix qui revenait, pas à pas, sans fanfare, sans trompette. Juste le bourdonnement régulier d'une maison qui avait enfin raconté son histoire, et d'un homme qui n'avait plus besoin de dire autre chose. C'était au début de l'hiver que j'ai remarqué le changement pour la première fois, non pas dans la maison, mais dans l'air entre moi et le reste du monde. Les jours avaient raccourci, les matins étaient plus froids, mais ce n'était pas le temps qui avait changé, c'était le poids d'être observé, le poids d'attendre, le poids de garder les choses non dites. Ce poids avait disparu maintenant. Je me réveillais chaque matin sans regarder l'horloge. Je n'en avais pas besoin. Je ne vivais plus au rythme des rendez-vous ou des visites. Je vivais au pouls du silence, et il me portait mieux que n'importe quel calendrier. La maison avait la même forme qu'elle avait toujours eue, les murs inchangés, les coins intacts, mais quelque chose dans son rythme s'était altéré.
Elle ne résonnait plus de la peur silencieuse d'être oubliée. Elle résonnait de quelque chose de plus stable, de quelque chose d'accompli. Le manteau est resté dans le couloir, toujours plié, toujours au repos. Je ne l'avais pas touché depuis le jour où je l'avais posé sur le dossier du fauteuil. Je passais devant chaque matin en allant à la cuisine. Il avait cessé d'être un symbole. Il était devenu un témoin, reposant tranquillement, n'ayant plus besoin de porter ce qui avait déjà été libéré. Je ne m'attendais pas à les revoir de sitôt. Et ce fut le cas. Les jours sont devenus des semaines, et le bruit des pneus sur le gravier est resté absent. Les fenêtres sont restées claires. La boîte aux lettres est restée légère. Ce n'est pas que j'étais ignoré, c'est qu'il n'avait plus rien à dire. C'était la différence. Pas de l'évitement, mais une prise de conscience. Les gens réagissent à la vérité de deux manières. Ils y font face, ou ils s'en cachent. Et dans cette dissimulation, ils vous montrent tout ce qu'ils sont vraiment. Ma fille a envoyé 1 ou 2 textos après ce premier appel. Des messages courts. Parler du temps, prendre des nouvelles de ma santé. J'ai répondu avec la même brièveté. Non pas parce que j'étais en colère, je ne l'étais pas, mais parce que je n'avais aucun désir de remplir l'air de mots qui tentaient de lisser ce qui avait déjà été exposé. Elle savait ce qu'elle avait lu, ou ce qu'elle avait entendu lire. Je n'ai pas demandé lequel. Le silence entre nous était devenu sa propre forme de compréhension. Il n'a jamais pris contact. Bien sûr que non. La lettre avait tout dit. Il n'y avait rien qu'il puisse dire qui ne ramènerait pas à la vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il avait regardé son nom, griffonné de ma main, et l'avait trouvé alourdi par ce qu'il avait espéré resterait enterré. Il avait lu les mots et ressenti le froid non pas du papier, mais du miroir qu'il lui tendait. Je ne voulais pas de ses excuses. Je ne le voulais plus dans la maison. Ce que je voulais, je l'avais déjà reçu. Le silence. Non pas le silence du déni ou de la honte, mais le silence de la reconnaissance, celui qui ne peut être façonné en mots parce qu'il est trop épais, trop honnête, trop irréversible. J'ai passé ces semaines à vivre lentement. J'ai réparé ce qui devait être réparé. J'ai préparé mes repas. J'ai ratissé les dernières feuilles. J'ai huilé les charnières du portail arrière et j'ai rapiécé la moustiquaire de la porte du porche. J'ai lu de vieux livres. J'ai regardé les oiseaux. Je me suis assis avec mes pensées sans essayer de les changer. Elles ne piquaient plus. De temps en temps, je me tenais à la fenêtre près de l'avant de la maison, juste un instant, juste assez longtemps pour voir la route et l'espace où leur voiture se garait. Il n'y avait pas de désir dans ce regard, juste de la réflexion. Je n'attendais rien, je n'avais plus rien à prouver, j'avais déjà parlé de la seule manière que je connaissais, par le silence, par une lettre, par le genre de patience qui se dote de dents quand quelqu'un oublie qui vous êtes. Un matin, juste avant Noël, j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des choses qu'Hélène avait gardées, des notes, des photos, des recettes découpées dans des magazines, des bouts de ficelle qu'elle avait l'intention d'utiliser pour emballer des cadeaux. Je me suis assis par terre avec tout ça, entouré de morceaux d'une vie construite tranquillement et vécue pleinement. Elle avait été la gardienne des histoires. Je ne commençais à le comprendre que maintenant, en son absence. Et c'est peut-être pour ça que j'avais fait ce que j'avais fait. Parce qu'elle m'avait fait confiance pour garder ce qu'elle ne pouvait pas finir. Parce que parfois, le silence a besoin d'un compagnon, d'un témoin, d'une conclusion. J'ai brûlé l'enveloppe cette nuit-là. Non pas par rage, et non pas pour effacer quoi que ce soit, mais parce que son but avait été accompli.
Je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus besoin de voir son nom. Je n'avais plus besoin de la garder comme preuve. Le feu a mangé le papier lentement. Il s'est enroulé et a noirci, l'encre disparaissant en fumée, et j'ai regardé jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un doux lit de cendres dans la bassine en acier que j'avais utilisée pour le transporter dehors. Quand le feu s'est éteint, je me suis assis seul sur le porche, emmitouflé dans un pull épais, une couverture sur les genoux, les étoiles pâles et faibles au-dessus des arbres. La nuit était si calme que même le vent semblait retenir son souffle. J'ai expiré, longuement et lentement. C'était la première fois depuis des années que je me sentais complètement léger. Le manteau est resté dans le couloir. La maison est restée silencieuse. Et je suis resté là où j'étais, non pas parce que j'étais coincé, mais parce que j'étais enraciné. Parce que le silence, autrefois craint, était devenu un bouclier, un testament, une sorte de justice tranquille qui n'avait pas besoin de gros titres, de punition ou de vengeance, juste de l'espace, le genre d'espace dans lequel un homme peut enfin vivre.